Après avoir dépensé toutes mes économies pour la sauver, ma femme m'a abandonné et ma fille a pris son parti. Ce que j'ai fait ensuite leur a appris à toutes les deux, de la manière la plus impitoyable qui soit, le prix à payer pour trahir celui qui a toujours été là. Le jour où j'ai dit non sans culpabilité pour la première fois, ma vie a vraiment commencé. J'ai 47 ans et j'ai été marié à Éléonore, 46 ans, pendant 23 ans. Notre histoire a commencé lorsque nous étions jeunes et nous croyions que bâtir une vie ensemble suffirait à nous protéger de toute tempête. Nous avons une autre fille aînée, Sophie, qui a fêté ses 19 ans au printemps dernier, et Olivier, qui vient d'avoir 17 ans. Nous étions cette famille typique avec ses barbecues le week-end, les devoirs, les disputes pour savoir qui devait sortir les poubelles et des routines imparfaites, mais qui étaient les nôtres. Pendant des années, Éléonore a travaillé comme infirmière à l'hôpital du comté, mais elle avait réduit son temps de travail quand les enfants étaient petits et, il y a environ 8 ans, elle a tout à fait arrêté. Elle disait vouloir se consacrer à la maison et aux enfants, et je n'ai jamais remis cela en question. Mon salaire suffisait, et l'avoir à s'occuper de tout facilitait grandement ma vie. Mais tout a changé un mardi après-midi. Ce jour-là, alors qu'elle se rendait à un cours de yoga qu'elle avait commencé à suivre, elle a percuté une glissière de sécurité en béton à près de 100 km/h. L'appel est venu de l'hôpital où elle avait travaillé auparavant. Une ancienne collègue l'avait reconnue à son admission. Elle avait subi de multiples lésions, des fractures, des hémorragies internes. Une intervention chirurgicale immédiate était nécessaire. Je me souviens d'avoir attrapé mes clés et d'avoir conduit en dépassant toutes les limites de vitesse. Les médecins ont dit qu'elle avait eu de la chance. Ce mot, chance, a résonné comme une provocation. Son bassin était fracassé, plusieurs côtes cassées, traumatisme crânien. Pourtant, elle était enviée, avec suffisamment de rééducation, elle pourrait peut-être remarchera. Ce « peut-être » est resté dans ma tête comme une menace constante. J'ai appelé les enfants. Sophie est venue de l'université à l'hôpital, et Olivier a quitté l'école plus tôt. Nous avons passé des heures puis des jours dans la salle d'attente à écouter des termes que je n'avais jamais imaginé entendre, état critique, instable, on verra comment ça évolue. Le 5e jour, Éléonore a ouvert les yeux. Elle était confuse, souffrait, mais elle était vivante. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds tellement le soulagement était intense. Les factures médicales sont arrivées avant même qu'elle ne sorte de réanimation, et c'est là que j'ai découvert la vraie signification du mot « dévastateur ». Bien que nous ayons une assurance, la franchise était très élevée et cela avait toujours suffi car nous n'avions jamais affronté de situation grave. Le coût de l'accident a été brutal. Des milliers pour l'ambulance et les urgences, 32 000 pour la première opération, plus 20 000 pour la seconde. La réanimation accumulant des coûts jour après jour. Rééducation, thérapie, médicaments, consultation. Au final, j'ai vidé notre compte épargne, j'ai fait un prêt sur mon fonds de retraite, j'ai poussé les limites des cartes de crédit et je n'ai jamais hésité. C'était ma femme, la mère de mes enfants. Quand quelqu'un que vous aimez se bat pour remarchera, l'argent cesse d'exister. Après 3 semaines, Éléonore est rentrée à la maison. J'ai pris un congé du travail pour m'occuper d'elle à temps plein. Je l'aidais à se lever, l'accompagnais aux toilettes, cuisinais, organisais les médicaments, la conduisais à chaque séance de kinésithérapie. Sophie venait le week-end pour aider, et Olivier faisait ce qu'il pouvait après l'école. Le premier mois, Éléonore faisait preuve de gratitude. Elle disait qu'elle ne savait pas comment elle aurait tout supporté sans moi. Mais la rééducation a été très dure. Pourtant, à la 6e semaine, elle marchait déjà dans la maison sans aide, et à la 8e semaine, elle avait presque retrouvé sa mobilité normale. C'est là que les choses ont commencé à changer. Elle est devenue silencieuse, distante. Elle passait des heures à échanger des messages. Quand je lui ai demandé avec qui elle parlait, elle a dit que c'était un groupe de soutien pour les survivants d'accidents. Cela paraissait logique, alors je n'ai pas insisté. Ensuite, elle a commencé à sortir plus souvent. D'abord des rendez-vous médicaux, puis des cafés avec des amis, et plus tard, de longues rencontres avec des personnes supposées faire partie de ce groupe. Je la soutenais. Je pensais qu'elle avait besoin de se confier, de trouver des gens qui comprenaient ce qu'elle avait vécu. Pendant ce temps, Sophie poursuivait ses études à l'université, Olivier continuait sa routine scolaire et je suis retourné au travail pour affronter la montagne de dettes. Mais Éléonore n'était plus la même. Il y avait une froideur dans sa façon de parler, une distance calculée, une intention de m'éloigner sans le dire directement. Après 23 ans, je connais ses gestes, ses silences,
ses humeurs. Ce n'était pas de la fatigue, ni un trauma, ni un effet émotionnel de l'accident. C'était autre chose. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois. Elle disait toujours que j'exagérais ou que j'imaginais des choses. 3 mois après l'accident, elle pouvait déjà vivre normalement. Les médecins parlaient d'un quasi-miracle. Mais émotionnellement, c'était comme si une autre personne était revenue. Et puis est arrivé le jour où tout s'est confirmé. 4 mois après l'accident, Éléonore a demandé une réunion de famille. C'était un samedi. Sophie était à la maison et Olivier était dans sa chambre en train de jouer aux jeux vidéo. Elle m'a demandé de l'appeler parce qu'elle voulait nous parler tous ensemble. Je pensais que c'était un résultat médical, un effet tardif, ou peut-être qu'elle voulait parler de la dette qui nous étouffait. Nous nous sommes assis dans le salon. Elle paraissait trop calme, ce qui n'a fait qu'augmenter mon inquiétude. Elle a commencé en disant qu'elle avait réfléchi à la vie après l'accident, qu'elle avait frôlé la mort, qu'à l'hôpital elle avait pensé aux expériences qu'elle n'avait jamais eues et à tout ce qu'elle avait sacrifié en se mariant si jeune. Et puis, elle a lâché le mot, simplement. Je veux divorcer. Les mots m'ont frappé avec une force que je n'ai pas su gérer. Sophie est restée bouche bée, incapable de parler. Olivier a levé les yeux de son téléphone comme s'il avait entendu quelque chose d'impossible. Je n'ai réussi qu'à demander. Quoi? Elle m'a regardé comme si j'interrompais une décision prise depuis longtemps. Je veux divorcer, a-t-elle répété avec la même tranquillité qu'on commande un café. Je n'avais jamais imaginé entendre une chose pareille dans ma propre maison. Éléonore m'a fixé avec une froideur que je ne reconnaissais pas et a dit, sans la moindre tremblement dans la voix. Je peux me débrouiller seul maintenant. Je suis rétabli et j'ai réalisé que je ne veux pas continuer à gâcher ma vie dans un mariage qui ne me satisfait plus. La façon dont elle a dit « gâcher ma vie » m'a transpercé la poitrine. Quand j'ai essayé de répondre, ma voix est sortie plus aiguë que d'habitude. Gâcher ta vie, Éléonore? Qu'est-ce que tu racontes? Elle a pris une profonde inspiration, comme si elle avait répété chaque mot. Je me suis marié à 23 ans. Tu as été le seul homme de ma vie. Je n'ai jamais eu la chance d'expérimenter quoi que ce soit, de vivre comme je le voulais vraiment. L'accident m'a ouvert les yeux. Je ne vais pas me contenter de quelque chose qui ne me rend plus heureuse. Se contenter, m'a brûlé de l'intérieur. J'ai senti le sol trembler quand j'ai réalisé qu'elle disait tout cela devant nos enfants. Je me suis tourné vers eux. Sophie était raide, ne sachant où regarder. Olivier ne clignait pas des yeux, essayant de comprendre si c'était réel. Tu veux détruire notre famille parce que tu as l'impression d'avoir raté quelque chose, ai-je demandé, incrédule. Je suis honnête avec mes besoins, a répondu Éléonore, comme si c'était simple. Je veux rencontrer des gens nouveaux, sortir, explorer ce que le monde a à offrir. J'en suis arrivé là après tout ce que j'ai vécu. Je le mérite. Je l'ai regardé, cherchant une trace de la femme dont je m'étais occupé pendant des mois. Quand elle était à l'hôpital, quand elle ne pouvait pas se lever seule, j'étais là. J'ai payé chaque facture, organisé chaque rendez-vous, transformé toutes nos économies en sa récupération sans hésiter. Après avoir dépensé toutes nos économies pour te remettre, après t'avoir soigné jour et nuit, tu dis que tu veux t'en aller parce que maintenant tu vas bien, ai-je demandé, abasourdi. C'est toi qui as décidé ça, a-t-elle répondu sans ciller. Je ne te l'ai jamais demandé. Pendant un instant, personne n'a parlé. Olivier observait sa mère comme une étrangère, et Sophie regardait l'un puis l'autre avec le visage tendu. Maman, a dit Sophie à voix basse, d'où est-ce que tout ça vient? Éléonore a essayé d'adoucir le ton, même légèrement. Ma chérie, tu es jeune, tu comprendras avec le temps. Parfois les gens changent. L'accident m'a fait réaliser que je n'ai pas besoin de rester enfermé dans quelque chose qui me faisait disparaître. Sophie l'a alors dévisagé. Donc tu pars, tout simplement? Ton père ira bien, a répondu Éléonore. Mais j'ai besoin de plus qu'aller bien. J'ai besoin de sensations, j'ai besoin de sentir que je suis vivante. J'ai frôlé la mort. Je ne vais pas passer le reste du temps qu'il me reste à me sentir coincé dans la routine. Chaque mot était comme un coup. La façon dont elle nous effaçait simplement, comme si rien de ce que nous avions construit n'avait d'importance. Je voulais que Sophie voie l'absurdité, qu'elle dise quelque chose, mais elle s'est tournée vers moi. Papa, tu es égoïste. Je n'ai pas réussi à comprendre. Pardon? Maman a failli mourir. Elle se débat et,
au lieu de la soutenir, tu fais tout tourner autour de toi. Comme d'habitude. J'ai senti un vide dans l'estomac. Sophie, ta mère vient de dire, devant toi, qu'elle veut se séparer parce qu'elle veut explorer d'autres personnes. Littéralement. Arrête d'exagérer, a-t-elle rétorqué. Rien n'est aussi dramatique que tu le fais croire. Elle veut juste être heureuse. Quel est le problème? Tu devrais être assez mature pour accepter ça sans faire une scène. C'était comme si j'étais un intrus dans ma propre maison, comme si ma fille me regardait avec le mépris d'un étranger. Tu es sérieuse? Tu es de son côté, ai-je demandé. Il ne devrait pas y avoir de côté, papa. Ça fait partie de la récupération de maman. C'est toi qui compliques tout. C'est épuisant. Épuisant, égoïste, contrôlant. Les mots de ma fille, pendant qu'Éléonore parlait de divorce sans aucun embarras. Puis Olivier s'est levé brusquement. Vous êtes devenus fous tous les deux, a-t-il dit, regardant d'abord sa mère. Maman, tu fais vraiment ça? Papa a été là tous les jours pour toi. Il s'est endetté pour toi et maintenant tu veux t'en aller parce que tu veux sortir avec d'autres hommes. Olivier, ce n'est pas ça, a tenté Éléonore. Si, c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu as dit. Et toi, il s'est tourné vers Sophie, tu vas traiter papa d'égoïste? C'est lui qui a fait tenir cette famille pendant que maman veut maintenant la détruire pour vivre des aventures. Ne me parle pas comme ça, a réagi Sophie, rouge de colère. Tu ne comprends rien. Tu n'es qu'un gamin. Je comprends que maman agit d'une façon horrible et que tu la soutiens parce que tu es comme elle. Sophie s'est levée, furieuse, tremblante. Reste avec ta bêtise, Olivier. Ça suffit, a tenté d'intervenir Éléonore, sans autorité réelle. Puis elle m'a regardé comme si j'étais responsable du chaos. C'est pour ça que je voulais en parler en famille. Pour avancer. Pour agir en adulte. Je me suis levé. J'ai remarqué que mes mains tremblaient, mais ma voix est restée ferme. Tu veux avancer? Parfait. Toi et Sophie, vous pouvez quitter ma maison. Éléonore a cligné des yeux. Pardon? Tu m'as bien entendu. Tu veux divorcer? Tu veux expérimenter? Tu dis que tu peux te débrouiller seul. Alors fais-le dehors. Papa. A tenté Sophie. Toi aussi. Si tu penses que ta mère a raison, si tu crois que je suis le problème, tu peux partir avec elle. Mais tu ne peux pas nous mettre à la porte, s'est exclamé Éléonore. Cette maison est aussi la mienne. Nous en discuterons lors du divorce. Mais aujourd'hui, vous partez. Toutes les deux, vous prenez vos affaires et vous sortez. Tu es en train d'être contrôlant, a sangloté Sophie. C'était exactement ce que maman disait. Alors tu devrais être heureuse de partir avec elle, ai-je répondu. Allez-y, accompagne ta mère pendant que vous construisez cette nouvelle vie. J'ai regardé Éléonore. Tu as 1 heure. Prends le nécessaire pour quelques jours. Le reste, nous le réglerons avec les avocats. Olivier s'est placé à mes côtés, les bras croisés. Pour la première fois, j'ai senti que je n'étais pas complètement seul. J'ai vu Éléonore et Sophie partir cette même nuit. Je les ai observés pendant qu'elles prenaient leurs affaires, Sophie m'insultant entre ses sanglots, et Éléonore me fixant comme si j'avais détruit quelque chose qu'elle avait elle-même dynamité. Quand la porte s'est finalement refermée, Olivier m'a regardé. Tu vas bien? Non, ai-je admis, mais je vais aller bien. Cette même nuit, après qu'Olivier fut allé se coucher, j'ai pris une décision. Si Éléonore voulait un divorce aussi soudain, il devait y avoir quelque chose de plus derrière ça. Personne ne détruit 23 ans de mariage sans raison. Je suis allé à l'ordinateur que nous partagions, celui qu'elle utilisait quand son téléphone était en charge, et j'ai commencé à fouiller. Pendant très longtemps, j'ai cru connaître chaque recoin de la vie qu'Éléonore et moi avions construite. Je croyais que, malgré les disputes, les années difficiles et les fardeaux que nous portions tous les deux, il y avait une base solide. Mais cet après-midi-là, assis devant son ordinateur toujours connecté, comme si lui cachait quelque chose ne lui avait jamais traversé l'esprit, j'ai compris que je n'avais aucune idée de qui était la femme avec laquelle j'avais vécu tant d'années. Trouver les messages a pris moins de temps que de préparer un café. 10 minutes, peut-être moins. Pas de mots de passe complexes, pas de vérification en 2 étapes, pas la moindre précaution. C'est ça qui m'a le plus choqué, pas le contenu, mais à quel point elle n'avait tout simplement pas pris la peine de se cacher.
Et en entrant dans les conversations, j'ai tout de suite compris la raison. Le nom de Caillot apparaissait à plusieurs reprises, comme une ombre qui avait toujours été là, invisible pour moi. Selon les dialogues, ils s'étaient rencontrés dans le groupe de soutien, quelque chose qui, apparemment, servait plus d'excuse que de vraie thérapie. Il était clair que cet environnement était devenu un terrain fertile pour des liens parallèles, et le leur avait grandi avec une rapidité insultante. En avançant dans l'historique, j'ai réalisé que ce n'était ni un faux pas ni une aventure impulsive. Ils échangeaient des messages depuis 3 mois exactement quand Éléonore avait commencé à s'éloigner de moi avec diverses excuses, qu'elle avait besoin d'espace, qu'elle voulait se sentir vivante, qu'elle voulait retrouver son indépendance. À ce moment-là, je croyais que cela faisait partie de son processus émotionnel post-accident, mais maintenant je comprenais qu'elle préparait son départ. Ce qui m'a vraiment détruit, ce n'étaient pas les messages romantiques, ni les photos, ni les sous-entendus. C'était de découvrir qu'ils avaient planifié, avec une précision presque chirurgicale, chaque étape pour se séparer de moi sans laisser de traces. Le moment idéal, comment manipuler le récit, comment me faire me sentir coupable. Tout soigneusement tracé. Il y avait des messages que j'ai du mal à croire encore aujourd'hui. L'un d'eux, envoyé par Éléonore 6 semaines plus tôt, disait « Je profite de cette convalescence jusqu'à la dernière goutte. Quand les médecins me donneront mon congé et que je pourrai partir sans remords, je partirai. D'ici là, il doit payer absolument tout. Je ne suis pas idiote. » J'ai lu ce texte plus de 10 fois, essayant d'absorber le niveau de calcul, la froideur derrière chaque mot. 2 semaines plus tôt, elle en avait écrit un autre. Je n'arrive pas à croire qu'il ait contracté des prêts, vidé nos économies et paie chaque facture sans poser de questions. C'est pathétique. Je devrais me sentir coupable, mais honnêtement, je l'ai toujours vu comme un plan de secours. J'ai besoin de cet argent pour la suite. Caillot répondait avec enthousiasme, presque en célébrant. Mais tu as raison. Profite de tout ce que tu peux et ensuite disparaît. Ce type vit pour faire plaisir, il ne comprendra même pas ce qui s'est passé. Et Éléonore, comme si elle commentait la météo, concluait. Je sais exactement qui il est. Il me sert tant que ça dure. Quand je serai guéri, je ne me retournerai même pas. J'ai déjà perdu trop d'années à faire semblant d'aimer quelqu'un qui ne vaut rien. Je suis resté immobile, sentant mon monde se briser en deux. Tout ce que j'avais fait pour elle les nuits à l'hôpital, l'épuisement, les prêts, les fois où je m'étais privé de quelque chose parce que l'argent pouvait l'aider se réduisait, dans son esprit, à un simple calcul. Chaque geste que j'avais cru signifier quelque chose pour nous deux, en fin de compte, n'avait été qu'un outil qu'elle avait utilisé avec effronterie pendant qu'elle construisait une vie parallèle. Il y avait des photos, des vidéos, des conversations sur des déménagements, des comptes joints, des projets de voyage, des itinéraires. Caillot, récemment divorcé et avec un peu d'argent, était le futur qu'Éléonore désirait tant. Moi, en revanche, je n'étais que le pont. Son moyen. Sa tirelire émotionnelle et financière. J'ai pris des captures d'écran de tout, pas par vengeance sur le moment, mais parce que j'avais besoin de preuves que je ne perdais pas la raison. J'avais besoin de confirmer que ce que je voyais n'était pas une exagération causée par le choc. J'ai gardé chaque preuve, message, photo, conversation, date, même des captures du profil de Caillot pour avoir la chronologie complète des événements. Puis j'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris la deuxième décision la plus importante de cette semaine, examiner nos finances. Je savais que nous avions un compte joint, mais je me souvenais aussi qu'Éléonore avait toujours gardé son compte personnel, celui qui, selon elle, était sa sécurité émotionnelle. Je n'avais jamais remis ça en question. Pour moi, il était sain que chacun ait son indépendance. Mais ce que j'ai découvert m'a fait comprendre que j'avais été le seul à faire vivre cette maison pendant qu'elle accumulait un coussin financier pour fuir. Parmi ses affaires, j'ai trouvé ses relevés bancaires organisés dans des dossiers, accessibles à n'importe qui. Elle n'avait jamais imaginé que j'irais y regarder. Et c'était là, 3 000 $ sur son compte personnel. De l'argent qu'elle n'avait jamais touché, même quand j'avais dû contracter des prêts pour payer ses opérations, ses thérapies, ses consultations médicales. Pendant que je vidais mes économies et jonglais avec les cartes de crédit, elle économisait sans un remords. La colère que j'ai ressentie n'a pas été explosive. Je n'ai pas crié, je n'ai rien cassé. C'était un froid tranchant qui a parcouru mon corps, une clarté douloureuse. Éléonore m'avait utilisé dès le premier jour après l'accident. Il n'y avait eu ni amour, ni gratitude, seulement du calcul. Lundi matin, sans hésiter,
j'ai pris rendez-vous avec un avocat. Et là, pendant notre conversation, je me suis rappelé quelque chose que j'avais complètement effacé de ma mémoire, le contrat de mariage. Éléonore avait insisté pour que nous le signions avant le mariage pour protéger l'héritage de ses parents. Moi, amoureux, j'avais accepté sans poser de questions. Je n'avais rien à cacher ni à protéger. Le contrat stipulait que ce qui était à elle resterait sien, et ce qui était à moi resterait mien sauf pour une clause oubliée. Si l'un des deux commettait un adultère, l'accord serait complètement annulé et tout serait divisé équitablement. Mon avocat a mentionné cela avec un calme professionnel, mais pour moi, ce fut comme voir toutes les pièces d'un puzzle s'emboîter enfin. La stratégie qu'Éléonore avait créée pour protéger son propre argent se retournait contre elle à cause de sa propre trahison. Me présenter tout, ai-je dit, fermement. Je veux la demande de divorce, l'inventaire des biens, la requête formelle, tout. Je veux qu'elle reçoive les documents avant vendredi. Avant que je parte, l'avocat m'a posé des questions sur Sophie. Ma fille a plus de 18 ans, ai-je répondu, mais je veux mettre à jour mon testament. Je veux la retirer complètement. C'est légal, a-t-il confirmé. Et nous allons inclure une clause pour qu'elle ne puisse pas contester. Parfait. Tout ira à Olivier. Je suis sorti du bureau en me sentant, pour la première fois depuis des mois, maître de ma vie. Jeudi, Éléonore a finalement été notifiée. Elle vivait avec Sophie dans un appartement qu'elles avaient loué ensemble. Je le savais parce qu'Olivier, qui essayait encore de garder contact avec sa sœur, me l'avait dit. Il essayait de la convaincre de voir la réalité, mais elle semblait avoir aveuglément adopté la version de sa mère. 30 minutes après avoir reçu les documents, Éléonore m'a appelé. J'ai laissé passer sur la messagerie. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu m'accuses d'adultère? Tu veux annuler le contrat de mariage? C'est de la folie. Appelle-moi tout de suite. Nous devons parler. J'ai supprimé sans écouter jusqu'au bout. Elle a rappelé. Et encore. Puis ce fut Sophie. J'ai bloqué les notifications. Ce soir-là, Olivier est apparu à la porte de ma chambre, inquiet et épuisé. Sophie dit que tu accuses faussement maman, a-t-il murmuré. Rien de tout cela est faux. J'ai des preuves de tout. Je sais, a-t-il admis. Je lui ai dit. Mais elle ne veut pas entendre. J'ai posé les mains sur la table et j'ai respiré profondément. Ce n'est plus mon problème. Olivier a hésité, comme s'il anticipait déjà la suite. Là, elle m'a demandé si tu serais prêt à lui parler. Non, ai-je répondu sans détour. Il m'a regardé avec un mélange de tristesse et de résignation. Papa, tu as toujours été là pour moi. Mais Sophie, elle a fait son choix. Et maintenant, ai-je interrompu, elle doit en assumer les conséquences. Éléonore et Sophie avaient franchi une ligne que je n'aurais jamais imaginé qu'elles franchiraient. Mais le pire était encore à venir. Quelques jours plus tard, lors d'une discussion tendue, Sophie m'a traité d'égoïste et de manipulateur parce que je ne soutenais pas la relation que sa mère avait commencée en cachette. Elle a dit que si je n'acceptais pas, c'était parce que je voulais contrôler leur vie. Quand elle a choisi d'être entièrement du côté de sa mère, j'ai compris qu'elle devrait affronter ce qui viendrait. Peu de temps après, Olivier est rentré de l'école et m'a observé avec inquiétude. Il a laissé tomber son sac à dos par terre et a pris une profonde inspiration avant de parler. Papa. Sophie a découvert le testament, a-t-il dit, visiblement nerveux. Cela ne m'a pas surpris, seulement la rapidité avec laquelle cela s'était produit. Comment l'a-t-elle su? Maman le lui a dit. L'avocat lui a envoyé la documentation financière, et au milieu il y avait la copie du Nouveau Testament. Sophie m'a appelé, désespérée. Qu'a-t-elle dit exactement? Que tu ne peux pas lui faire ça, qu'elle est ta fille et que tu la punis parce qu'elle soutient maman. Que ce n'est pas juste. Et elle prévoit quelque chose? Olivier a haussé les épaules. Elle n'a pas voulu me le dire, mais quand elle m'a appelé, elle parlait avec maman. Toutes les deux étaient très agitées. 3 jours plus tard, la sonnette a retenti. En ouvrant la porte, j'ai trouvé 2 agents, un homme et une femme, tous deux avec une expression professionnelle et sérieuse. Monsieur, vous êtes le propriétaire de cette résidence, a demandé l'agent. Oui. Il y a un problème? Nous devons vous poser quelques questions concernant une plainte qui a été déposée. Pouvons-nous entrer? J'ai senti un poids dans l'estomac, même si j'essayais de garder un visage neutre. Quel type de plainte?
Violence conjugale, a répondu l'agente. Votre fille affirme que vous avez agressé physiquement votre épouse pendant sa convalescence après l'accident. Je suis resté immobile pendant quelques secondes, incapable de le traiter. Quand j'ai enfin réussi à parler, ma voix est sortie ferme. C'est complètement faux. Mon épouse et moi sommes en train de divorcer. Cette plainte est une représaille. Les agents sont entrés, se sont assis dans le salon avec moi et ont commencé à poser des questions sur la convalescence d'Éléonore, sur notre relation et si j'avais déjà agi de manière agressive ou physique. J'ai répondu calmement, détaillant tout. Quand ils ont demandé des preuves de mes présences aux dates mentionnées, j'ai pris mon téléphone et j'ai montré mon agenda professionnel, les heures enregistrées, les rendez-vous médicaux et les séances de kinésithérapie auxquelles j'avais moi-même conduit Éléonore, les justificatifs de mes congés familiaux pour m'occuper d'elle. J'ai également tous les rapports cliniques, ai-je ajouté. Bilan, kinésithérapie, examen. S'il y avait eu le moindre type d'agression, les médecins l'auraient détecté. Ils ont tout documenté. Les agents ont échangé un regard. Nous devrons continuer la procédure, a dit le policier, mais nous vous remercions de votre collaboration. Dès qu'ils sont partis, j'ai appelé mon avocat. Sophie a déposé une plainte disant que j'ai maltraité Éléonore pendant sa convalescence. Elle a dit quoi, a-t-il répondu, incrédule. La police vous a déjà parlé? Oui. Ils sont venus aujourd'hui. J'ai tout montré, mes registres de travail, la documentation médicale, mon agenda. Cela ne complique pas seulement le divorce, a-t-il dit d'une voix tendue, c'est aussi un crime. Si elle a fait cela pour influencer la procédure, c'est encore plus grave. Vous pouvez prouver que c'est un mensonge. Olivier était avec vous tout le temps. Il peut témoigner. Je n'ai jamais levé la main sur Éléonore. Parfait. Nous allons également demander les dossiers médicaux de l'hôpital et de toutes les séances de thérapie. S'il y avait eu de la violence, cela figurerait dans ces documents. L'absence de preuves joue totalement en votre faveur. L'enquête policière est devenue un calvaire, plusieurs dépositions, des interrogatoires d'Olivier, la remise de justificatifs financiers montrant chaque paiement que j'avais effectué pour les soins d'Éléonore. Olivier a été impeccable. Il a expliqué comment j'avais été présent tous les jours, comment il n'avait jamais vu le moindre geste agressif de ma part. Sophie ment, a-t-il déclaré aux enquêteurs. Mais elle est en colère parce que mon père l'a retirée du testament. C'est une vengeance. La police a également interrogé Sophie et Éléonore. Une semaine plus tard, mon avocat a reçu les transcriptions. Dès la première question, l'histoire de Sophie a commencé à s'effondrer. Elle a affirmé que tout s'était passé un mardi soir mais je travaillais jusqu'à 20h30, avec des personnes capables de le confirmer. Elle a dit avoir été témoin d'agressions plusieurs week-ends mais elle ne venait à la maison que certains week-ends, et j'avais les justificatifs des consultations médicales auxquelles j'avais conduit Éléonore précisément ces jours-là. Il n'y avait aucun dossier clinique avec des signes de violence. Quand est venu le tour d'Éléonore de témoigner, elle a confirmé tous les mensonges de Sophie, même lorsque les enquêteurs ont montré que les dates ne correspondaient pas et que les rapports médicaux contredisaient ses déclarations. C'est là que j'ai compris qu'elles avaient tout planifié ensemble mère et fille, essayant de me détruire pour préserver un héritage. Cela fait mal de découvrir que votre propre fille serait prête à ruiner votre réputation ou même à vous mettre en prison juste pour de l'argent. 2 jours plus tard, mon avocat m'a rappelé. Olivier m'a montré quelque chose d'important, a-t-il dit. L'ancien ordinateur portable de Sophie, celui qu'elle a laissé chez vous. Il l'utilisait pour ses devoirs et sa session était toujours ouverte. Il a trouvé des conversations complètes avec Éléonore. Il y a des messages datant du moment où Sophie a découvert le testament mis à jour. Nous devons faire quelque chose contre papa. J'ai une idée. 3 jours plus tard, Sophie a déposé la plainte. Mon avocat a tout imprimé, mais le plus révélateur a été un échange spécifique. Après avoir déposé la plainte, Éléonore a écrit. Tu penses qu'avec ça, ce sera suffisant pour obtenir son argent? Sophie a répondu. Ça doit l'être. Je ne vais pas tout perdre juste parce qu'il nous met des bâtons dans les roues. Elles avaient tout laissé écrit noir sur blanc. L'enquête s'est terminée et l'affaire a été transmise au procureur. 3 semaines plus tard, le procureur a examiné les preuves et a décidé de présenter des accusations, dénonciations calomnieuses, conspiration et possible obstruction à la justice. Dans le cadre du divorce, cela détruisait toute crédibilité des deux. La police va clore l'enquête sur les violences, a expliqué mon avocat.
Il n'y a aucune preuve. Les déclarations se contredisent et il y a des preuves de coordination. Nous allons nous assurer que la juge du divorce voit chaque document. L'audience a été fixée à 3 semaines plus tard. Quand mon avocat a présenté la requête pour inclure l'enquête policière dans la procédure de divorce, sa stratégie est devenue claire, démontrée, sans laisser place au doute, qui Éléonore était réellement et comment elle se comportait quand elle croyait que personne ne la regardait. Il a préparé un dossier complet avec des rapports, des transcriptions et des captures d'écran, le tout organisé de manière impeccable pour que la juge puisse suivre, étape par étape, la chaîne des décisions qu'Éléonore avait prises. Son avocat à elle, quant à lui, a tenté de s'y opposer dès la première minute. Il a argué que les preuves étaient hautement préjudiciables et n'avaient pas de lien direct avec les affaires matrimoniales. Selon lui, présenter ce matériel ne servait qu'à introduire de la mauvaise foi dans la procédure. Mais, quand la juge a pris les documents et a commencé à les examiner, l'atmosphère est devenue immédiatement tendue. Il lui a suffi de quelques minutes pour lire les messages entre Éléonore et Sophie et pour examiner les incohérences de leurs histoires. Finalement, elle a levé les yeux parfaitement sereine et a dit « La preuve est admise. » Ces informations concernent directement le caractère et la crédibilité des parties impliquées. Elles resteront dans le dossier. À partir de ce moment, j'ai su que la direction du procès avait changé. Le matin de l'audience, je suis arrivé tôt. Je me suis assis à côté de mon avocat, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de garder mon calme. Quand Éléonore est entrée avec son représentant légal, j'ai remarqué qu'elle était nerveuse à la façon dont elle évitait mon regard. Il n'y a eu aucune salutation, pas même un regard. Elle a simplement tourné la tête et s'est assise, raide, comme si elle souhaitait que tout se termine rapidement. Sophie n'est pas venue. Son propre avocat lui avait recommandé de rester loin du tribunal, car il y avait une réelle possibilité qu'elle fasse face à des accusations pénales. Ce détail parlait de lui-même. L'audience a duré 2 longues heures, bien que cela me paraisse beaucoup plus. Mon avocat a présenté une narration complète, il a relaté le début de l'affaire avec Caillot, il a montré les messages dans lesquels Éléonore admettait m'avoir utilisé par commodité financière. Il a exhibé les relevés bancaires qui montraient clairement comment mes ressources étaient consommées tandis que les siennes restaient intactes, et il a reconstitué minutieusement la chronologie qui prouvait qu'Éléonore planifiait de me quitter avant même d'avoir totalement recouvré la santé. Jusque-là, tout était déjà dévastateur. Mais ce qui a vraiment scellé l'affaire, c'est quand il a présenté la dénonciation policière mensongère. L'avocat d'Éléonore s'est levé et a tenté de bloquer la présentation des preuves avec un discours théâtral. La juge l'a interrompu avant qu'il ne puisse conclure. Objection rejetée. Continuez. Mon avocat a décrit la situation sans exagération, d'un ton ferme mais sobre. Madame la juge, ce que nous voyons ici est un schéma constant de manipulation. Madame Éléonore a permis à son mari d'épuiser toutes ses ressources pour la maintenir en vie alors qu'elle planifiait déjà de le quitter. Et, quand il a découvert l'infidélité et a demandé le divorce, elle a encouragé sa fille à fabriquer une fausse accusation dans le but de détruire sa crédibilité. Ce n'est pas une erreur impulsive, c'est un comportement systématique pour éviter d'affronter les conséquences de ses propres actes. La juge s'est tournée vers Éléonore. Avez-vous quelque chose à dire? Son avocat est de nouveau intervenu, invoquant des failles dans l'enquête et justifiant les prétendues inquiétudes de Sophie. La juge a alors lu à voix haute une partie de la transcription. Là, elle a demandé si un faux rapport policier serait suffisant pour garantir l'argent du père. Cela ne décrit pas une inquiétude, cela décrit une fraude délibérée. Le silence qui a suivi a été absolu. L'avocat d'Éléonore a abandonné et s'est rassis. Après avoir examiné les documents pendant 15 minutes de plus, la juge a annoncé le jugement. Le divorce est accordé. Le contrat de mariage est annulé en raison de l'adultère. Tous les biens matrimoniaux seront divisés également selon les lois de l'État. Cela inclut les fonds privés de Madame Éléonore. Concernant Olivier, compte tenu de son âge, de sa préférence exprimée et du schéma de conduite de la mère, il est décidé qu'il résidera intégralement avec son père jusqu'à sa majorité. En outre, Madame Éléonore devra rembourser à M la moitié des coûts médicaux découlant de sa convalescence. La dissolution sera formalisée dans les 90 jours. L'audience est terminée. Éléonore s'est levée comme si elle avait reçu un choc. C'est absolument injuste. La juge a répondu avec un calme de fer. Asseyez-vous, Madame Éléonore. Ce tribunal a pris en compte votre conduite, notamment votre participation à des accusations fausses et coordonnées. Toute affaire pénale connexe sera traitée séparément.
son avocat l'a retenu par le bras et l'a fait rasseoir. Je l'ai simplement observé pendant quelques secondes avant de quitter la salle, avec la certitude que, pour la première fois depuis longtemps, la vérité avait prévalu sur la version déformée qu'elle racontait toujours. Je suis sorti de ce tribunal avec tout ce qui m'appartenait légalement, ma maison, la moitié des économies secrètes qu'elle avait tenté de cacher, la garde totale de mon fils et une ordonnance de remboursement de 30 000 $. 90 jours plus tard, le divorce a été officiellement conclu. Et, à ce moment-là, j'avais déjà un pressentiment que je ne pouvais ignorer. Alors j'ai continué à enquêter sur Caio, l'homme sur lequel Éléonore avait misé son avenir. Ce que j'ai découvert a dépassé toute attente. Caio avait une épouse, pas une ex-épouse. Une épouse, légale, actuelle, vivant avec lui sous le même toit alors qu'il travaillait sur leur relation. Éléonore ne le savait pas ou refusait de le voir. Mon instinct me disait que quelque chose clochait, alors j'ai commencé à fouiller ce que je pouvais. Archives publiques, profils sociaux, vieilles photos. J'ai trouvé des images du mariage de Caio postées seulement 3 ans plus tôt, des photos de famille récentes prises il y a 8 mois et le nom de son épouse sur l'acte de propriété de la maison. La preuve était si évidente que seul quelqu'un d'aussi aveugle qu'Éléonore aurait pu croire les histoires qu'il racontait. J'ai tout rassemblé méticuleusement, capture des conversations d'Éléonore, reçus d'hôtels dissimulés parmi nos comptes, une chronologie comparant la séparation qu'il prétendait avec les dates réelles de leur liaison. Puis j'ai rédigé un email court et direct. Je pense que vous devriez savoir ce que votre mari fait. Les preuves sont jointes. Bonne chance. 3 jours plus tard, elle a déposé une demande de divorce et, contrairement à Éléonore, cette femme n'a pas hésité une seconde à protéger ses intérêts. Elle lui a tout pris à la maison, les véhicules, les actifs de l'entreprise. Caio est passé, littéralement, d'une vie confortable à dormir sur le canapé de quelqu'un d'autre en essayant de se réorganiser. Et ainsi, la grande évasion romantique d'Éléonore s'est effondrée. Elle avait misé son mariage, sa stabilité financière et sa réputation sur un homme qui s'est retrouvé sans toit et sans argent. C'est Olivier qui m'a raconté la suite. Il l'a appris par Sophie, qui avait tout entendu directement d'Éléonore. Apparemment, Éléonore et Caio avaient décidé de faire une pause pour réfléchir. La vérité était simple, aucun des deux n'avait d'argent. Éléonore a déménagé temporairement dans l'appartement de Sophie. Mais il y avait un problème évident, Sophie était une étudiante avec un emploi à temps partiel. Elle parvenait à peine à subvenir à ses propres besoins, encore moins à entretenir une adulte sans revenu, habituée à dépenser comme si elle avait encore la stabilité qui n'existait plus. Éléonore a brûlé presque tout l'argent qu'elle avait reçu lors du règlement du divorce. Vêtements chers, une nouvelle voiture, dîner, achats impulsifs, tentative ridicule d'impressionner Caio quand elle croyait encore qu'il était son billet pour la liberté. Elle a fini sans économie, sans partenaire, sans maison et sans réputation. Puis est venu l'inévitable. Le procureur a déposé des accusations formelles contre elles deux pour la fausse déclaration. Sophie a été accusée de dénonciation calomnieuse et d'obstruction. Éléonore a reçu, en plus, une accusation pour conspiration. Elles ont accepté des accords pour éviter pire, service communautaire, amende, mise à l'épreuve. Mais le pire n'a pas été la punition, ça a été le casier judiciaire. Toutes les deux ont désormais un dossier, et l'université de Sophie en a été informée. Ce n'était qu'une question de temps avant que tout ce qu'elles avaient essayé d'utiliser contre moi ne se retourne complètement contre elles. La procédure disciplinaire ouverte par l'université a progressé plus vite que je ne l'avais prévu. Quand les messages et l'accord avec le procureur sont venus au grand jour, la bourse de Sophie a été révoquée et elle a été suspendue pour violation du code de conduite étudiant. Sans soutien financier et sans pouvoir compter sur moi, reprendre ses études est devenu impossible. 3 mois après la finalisation du divorce, Éléonore est apparue devant chez moi sans prévenir. J'étais seul, Olivier était sorti voir un ami quand j'ai entendu la sonnette. J'ai regardé par le Judas et je l'ai tout de suite reconnu. Les stigmates des derniers mois étaient visibles. Elle semblait plus fatiguée, vieillie, comme si 5 années lui étaient tombées dessus du jour au lendemain. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. « Salut » a-t-elle murmuré, presque dans un souffle. « Qu'est-ce que tu veux, Éléonore ? On peut parler, s'il te plaît ? Juste quelques minutes. » J'ai pris une profonde inspiration, je suis sorti sur le perron et j'ai refermé la porte derrière moi. Je n'allais pas la laisser entrer chez moi à nouveau. « J'ai fait une erreur » a-t-elle dit immédiatement, les yeux embués. Tout ce qui s'est passé, je n'étais pas dans mon meilleur état.
L'accident m'a troublé, m'a rendu confuse. Je ne sais pas à quoi je pensais. Tu sais exactement à quoi tu pensais, ai-je répondu, gardant la voix ferme. Tu pensais que tu pouvais m'utiliser pour financer ta convalescence et ensuite me quitter pour un autre homme. C'est exactement ce que tu pensais. Je sais que ça en a l'air. Non, Éléonore. Ça n'en a pas l'air. C'est ce que tu as fait. Je le sais parce que j'ai les messages. Tu as planifié chaque étape. Elle pleurait déjà. Je suis désolé. Je t'ai fait du mal, je le sais. J'ai eu tort. Mais je traverse une période difficile maintenant. Je pensais que peut-être on pourrait, je ne sais pas, essayer de réparer les choses. Tu veux revenir avec moi, ai-je demandé sans détour. Elle a hoché la tête avec un regard qui, autrefois, m'aurait ému, mais qui ne provoquait plus en moi qu'une immense lassitude. Non, ai-je répondu sans hésiter. S'il te plaît, je ne vais vraiment pas bien. Caillot n'est plus dans le tableau. Sophie arrive à peine à joindre les deux bouts. Je n'ai nulle part où aller. Tu as eu 41 000 $. J'ai déjà dépensé la plus grande partie. Ce n'est pas mon problème. De plus, tu as une voiture et un diplôme d'infirmière. Tu peux te débrouiller. Comment peux-tu être aussi froid, après tout ce que nous avons vécu? J'ai ri. Littéralement, j'ai laissé échapper un rire bref. Tu me poses vraiment cette question? J'ai utilisé mes propres ressources pour te sauver la vie. Pendant ce temps, tu planifiais de partir avec un autre homme. Tu as annoncé le divorce devant nos enfants, tu as monté notre fille contre moi et tu as ensuite affirmé que j'étais une perte de temps. Et maintenant tu es surprise que je sois froid. J'ai dit que j'étais désolé. Et je m'en fiche. Tu as pris ta décision. Tu voulais l'explorer, vivre, ne pas perdre ton temps avec moi. Alors fais-le, mais loin de chez moi. Et où crois-tu que je devrais aller? Je m'en moque complètement. Appelle Caillot, appelle Sophie ou appelle tes amis du groupe de soutien, mais arrête de me solliciter. C'est fini, Éléonore. Au moment où je me tournais vers la porte, j'ai entendu. Et les enfants? Tu ne veux pas essayer pour eux? Je me suis arrêté un instant. Olivier est avec moi. Tu peux avoir une relation avec lui, s'il le souhaite. Mais toi et moi, nous ne serons plus jamais un couple. Accepte-le. Je suis entré et j'ai refermé la porte, la regardant par la fenêtre alors qu'elle restait, en pleurs, sur le perron pendant quelques minutes avant de s'en aller. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. 2 semaines plus tard, l'histoire s'est répétée mais cette fois avec quelqu'un dont la situation m'a réellement fait mal à voir. Sophie. La même sonnerie, le même coup d'œil par le Judas, et pourtant j'ai ouvert la porte en gardant mon expression aussi neutre que possible. « Salut, papa » a-t-elle dit d'une voix tremblante. « Sophie. Je peux entrer ?» Non. Son visage s'est effondré. « S'il te plaît, je dois te parler. » Alors parle. Je veux m'excuser pour tout. Pour ce que j'ai dit, pour avoir soutenu maman, pour la dénonciation, pour tout. J'ai eu tort. D'accord, ai-je répondu, sans rien ajouter. Elle semblait s'attendre à un câlin, à une absolution, à quelque chose. Comme je n'ai rien dit, elle a poursuivi. Pour l'héritage, papa, s'il te plaît, je sais que j'ai eu tort, mais je suis toujours ta fille. Tu es une adulte qui a pris des décisions d'adulte. Tu m'as traité d'égoïste et de contrôlant parce que je ne soutenais pas l'infidélité de ta mère. Tu as déposé une fausse plainte contre moi. Tu as choisi son camp. Maintenant, tu en affrontes les conséquences. Je ne savais pas pour l'infidélité à l'époque. Mais si, tu le savais. Je te l'ai dit lors de la réunion de famille et tu t'en fichais, parce que tu étais trop occupé à la défendre. Des larmes ont coulé sur son visage. Je n'arrive pas à m'en sortir seul, papa. Maman est dans une impasse. Je ne peux pas payer l'appartement. J'ai perdu ma bourse. L'université est trop chère. Tu as 19 ans. Trouve un emploi. Demande des prêts étudiants. Fais ce que des millions de jeunes font. Tu vas m'abandonner? Ta fille, a-t-elle demandé d'une voix brisée, s'accrochant à la dernière goutte de compassion qu'elle pensait exister entre nous. Je l'ai regardée fixement, sans détourner le regard, non pas avec colère, mais avec une clarté que j'avais mis des mois à atteindre.
Je ne t'abandonne pas, Sophie. Je te traite comme l'adulte que tu disais être quand tu as choisi de soutenir toutes les décisions de ta mère. Tu m'as dit de passer à autre chose, que j'exagérais. Eh bien, voilà ce que signifie assumer des choix d'adulte. Tu t'es placée là toute seule. Elle a cligné des yeux, incrédule. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne peux pas payer la fac, je ne peux pas payer le loyer. Sa voix s'effritait à chaque mot. Je m'en occupais quand tu étais mineur et sous ma responsabilité, ai-je répondu sans adoucir le ton. Mais tu n'agis plus comme quelqu'un qui occupe cette place. Tu t'es toi-même éloigné quand j'avais le plus besoin de toi, et tu as même participé à une manipulation légale dont tu savais qu'elle pouvait me détruire. Ce n'est pas ce que fait une fille qui veut du soutien. C'est ce que fait quelqu'un qui a choisi un camp et tu as choisi, sans hésiter. Je n'ai jamais pensé que tu retirais mon aide pour les études. A-t-elle chuchoté, comme si le monde s'écroulait sur elle. L'argent qui allait auparavant à tes études va maintenant à Olivier, ai-je expliqué avec la même fermeté. Il ne m'a pas tourné le dos, il n'a pas essayé de me nuire et continue d'agir comme quelqu'un qui valorise d'avoir son père dans sa vie. Papa. A-t-elle tenté, pensant que répéter ce mot changerait quelque chose. Sophie, la vie ne fonctionne pas comme ça. Je te le dis sans colère. Tu as choisi de croire ta mère, même quand tu as eu la preuve de ce qu'elle faisait. Tu m'as traité de contrôlant, d'égoïste, de cruel. Tu as préféré me voir en méchant parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Et maintenant tu es surprise que je ne continue pas à te soutenir comme avant. Elle a essayé de s'approcher, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Tu dois affronter les conséquences de tes choix. Les mêmes que tu exigeais que j'affronte quand tu disais que je devais être mature. Eh bien, voilà la maturité. C'est le résultat. Elle a reculé d'un pas, dévastée. Alors, il n'y a pas de retour en arrière? Concernant ta vie, tu peux la reconstruire. Tu peux travailler, étudier, demander des bourses, ce que tu veux. Mais concernant mon soutien financier et ta place dans ma maison, non. Cette étape est terminée. Elle a serré les lèvres, essayant de dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Elle est restée là, immobile, tremblante, les larmes coulant sans même qu'elle essaie de les essuyer. Je n'arrive pas à croire que tu fais ça, a-t-elle chuchoté. Tu vis les conséquences des décisions que tu as prises. Je suis désolé pour toi, mais je ne vais pas te sauver de quelque chose que tu as toi-même provoqué. Maintenant, s'il te plaît, va-t'en. Sophie m'a observé pendant quelques secondes, comme si elle espérait que je change d'avis au dernier instant. Quand elle a compris que cela n'arriverait pas, elle s'est retournée et a descendu lentement les marches, les épaules affaissées. Je suis rentré et j'ai refermé la porte derrière elle, laissant ma main reposer un instant sur le bois, écoutant ses pas s'éloigner. Il n'y avait aucune rancune dans mes pensées, seulement une sérénité ferme que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était la première fois, depuis des mois, que je me permettais de respirer sans culpabilité. Je suis monté à l'étage jusqu'au salon et j'ai trouvé Olivier qui m'observait depuis le couloir sérieux, comme s'il évaluait si j'allais bien. « Est-ce que je vais bien ?» ai-je répondu. Et cette fois, je l'ai dit en toute honnêteté. Et, pour la première fois depuis très longtemps, c'était vrai. Il a hoché la tête, comprenant bien plus que ce que j'avais dit. Cette nuit-là, j'ai dormi sans aucun poids sur la poitrine, conscient que j'avais enfin refermé une porte que je n'aurais plus jamais besoin de rouvrir. Commentaire Monsieur Reddit. Une leçon difficile sur la loyauté, les conséquences et le prix de la trahison. Parfois, la justice ne vient pas d'un tribunal, mais du simple fait que chaque action génère une réaction. Et, comme nous l'avons vu ici, lorsque vous essayez de détruire quelqu'un qui a toujours été à vos côtés, vous pouvez finir par découvrir que la chute est plus solitaire et plus haute que vous ne l'imaginiez.